Bonjour et bienvenue dans Parenthèse au barreau, le podcast qui explore les coulisses humaines du métier d'avocat et des dossiers judiciaires. Je suis Barbara Parra, psychologue, spécialisée en expertise psychologique. Dans ce podcast, je reçois des avocats pour parler de leur métier, des situations humaines qu'ils rencontrent et de ce qui se joue, parfois de manière invisible, dans les conflits qui arrivent devant la justice. Ensemble, nous croisons les regards du droit et de la psychologie pour mieux comprendre ces situations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Joséphine Coz, avocate en droit de la famille et du travail, avec une approche profondément humaine et tournée vers l'apaisement du conflit. Avec elle, nous allons aborder un sujet à la fois professionnel, personnel et profondément sociétal, la place des femmes dans la profession d'avocat. On parle souvent de la profession d'avocat en termes de technicité, de stratégie, de résultats, mais on parle beaucoup moins de ce que ce métier implique psychiquement. Or, être avocat, et peut-être encore plus aujourd'hui quand on est une femme, c'est être au croisement de plusieurs tensions. L'exigence de performance, l'exposition à des situations émotionnellement lourdes, la gestion de conflits parfois violents, l'articulation entre vie professionnelle et personnelle. D'un point de vue psychologique, cela renvoie à plusieurs notions importantes. La charge mentale invisible, les attentes sociales différenciées selon le genre, les stratégies d'adaptation face au stress chronique, et parfois des phénomènes d'usure professionnelle. Et derrière tout cela, une question centrale. Comment tenir dans la durée sans s'épuiser et sans se perdre? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité. Eh bien bonjour Joséphine, merci d'avoir accepté d'être dans cette parenthèse avec nous aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, merci. Bonjour Barbara. Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui. Je m'appelle Joséphine Coz. Je suis avocate en droit de la famille et du patrimoine, également en droit du travail, exclusivement côté salarié. Qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers ces domaines? Alors moi, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique parce que j'ai d'abord fait une école de commerce, donc je m'orientais pas du tout vers l'avocature. J'ai fait ensuite un double diplôme au sein de mon école de commerce, donc en droit des affaires plutôt. En contrat d'affaires en master 1 et en master 2. Et ensuite, j'ai passé mon barreau en droit du travail. Et j'ai commencé à exercer en droit du travail et j'ai intégré un cabinet qui était à dominant droit du travail, mais exerçait une partie de son activité en droit de la famille. Et au fur et à mesure des années, je me suis passionnée pour la matière, pour les individus, pour les clients, pour leurs problématiques. Et ce sont deux matières qui se sont avérées très vite être complémentaires dans leur modalité d'exercice. Et donc, j'ai basculé et maintenant, j'exerce une activité qui est plutôt à dominante droit de la famille et du patrimoine et une petite partie de droit du travail. Hmm. On entend déjà dans votre discours que vous placez l'humanité, la bienveillance et le lien de confiance au cœur de votre pratique. Qu'est-ce que cela change concrètement dans votre manière d'exercer? Alors, en plus d'être avocate, moi j'ai une autre casquette parce que je suis aussi médiatrice. Et donc, c'est deux finalement casquettes très complémentaires dans l'exercice parce que tant en droit de la famille qu'en droit du travail, on est quand même aujourd'hui sur une évolution des pratiques et donc notamment l'émergence des modes amiables de règlement des litiges, essayer d'arriver à des solutions négociées entre les parties. Et donc, évidemment, cette pratique des modes amiables remet l'humanité au centre des dossiers parce qu'au lieu d'avoir effectivement ces problématiques qui sont souvent rencontrées par les clients d'audiences qui sont sèches, qui sont dures, de conclusions, d'échanges avec le confrère, de vérités qu'il est parfois difficile d'entendre, de mensonges qu'on dit sur soi, là, on se retrouve finalement autour d'une table, on discute. Et donc, ça permet de replacer les clients et les personnes au centre de leurs propres conflits, de leurs propres difficultés, soit familiales, soit dans le monde du travail. Et ça permet de co-construire en fait des solutions en famille, des solutions de parentalité dans le cas où il y a nécessairement un lien qui doit perdurer. Et en droit du travail, la plupart du temps, le lien n'a pas obligatoirement à perdurer. C'est pas comme en droit de la famille, mais pour essayer de trouver des solutions qui abîment le moins possible le salarié et l'employeur. Donc, je dirais que ce qui change de manière concrète, c'est ne plus être soumise en fait au système judiciaire, donc au délai, aux conclusions, aux renvois, aux magistrats, aux heures d'attente en salle d'audience,
pour se recentrer sur les besoins des clients. Ouais. Et au quotidien, est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu comment vous vivez votre métier? Alors, moi, j'ai un métier passionnant. Je pense que c'est un très beau métier, l'avocature. C'est un métier de conviction, c'est un métier choisi. Euh, c'est un métier qui est très varié. C'est notamment en droit de la famille parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous extérieurs, il y a des rendez-vous chez le notaire, il y a des rendez-vous, il y a des expertises, il y a beaucoup de choses différentes qui se passent. Et en plus, c'est un métier qui est assez complet dans sa formation. C'est un métier où on se forme tout le temps. Donc, c'est un métier où on peut suivre tout un tas de formations avec une vie de barreau qui est très intense. Donc, au quotidien, ce que j'ai le plus dans ma semaine, c'est évidemment des rendez-vous clients, donc des personnes qui viennent nous voir pour la première fois ou qui ont un rendez-vous dit à quatre, donc par exemple des coparents qui ont besoin de se retrouver dans une salle de réunion avec des avocats parce que soit ils divorcent, soit ils ont besoin de mettre en place des modalités d'autorité parentale et c'est plus facile de discuter avec des avocats que de discuter seul. Donc, c'est beaucoup de liens humains, en fait, au quotidien, de conversation. Il y a aussi évidemment des audiences. On a toujours une part contentieuse au cabinet. Parfois, on ne peut pas éviter le contentieux. C'est notamment le cas lors de violences conjugales, où on est obligé d'aller au contentieux parce que la discussion n'est pas possible. Euh, et puis après, c'est beaucoup de, d'autres événements. C'est beaucoup de vie de barreau. On a la chance d'avoir un barreau très riche à Paris, mais c'est pas le seul. Donc, c'est beaucoup de rencontres avec d'autres avocats, beaucoup de synergie, beaucoup de réflexion sur ce qui doit avancer en droit de la famille et en droit du travail, parce qu'évidemment, ce sont des droits qui sont très inscrits dans la société. Donc, c'est des droits qui évoluent beaucoup. Et notamment, la question des droits des femmes et des violences conjugales est quand même au cœur de notre pratique en famille. Et donc, on a beaucoup de réflexions sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est très varié, c'est plein de choses. Un grand temps de rédaction aussi. C'est un métier qui nécessite d'avoir une envie quand même d'écrire, de réfléchir, de s'arrêter pendant plusieurs heures sur un sujet. Donc c'est entre beaucoup d'interactions et beaucoup de réflexion. C'est très complet. On parle souvent du droit, mais un petit peu moins de ce que vivent les avocats. Qu'est-ce que ce métier implique sur le plan humain pour l'avocat lui-même? C'est vrai que c'est un métier qui touche au conflit, qui touche aux émotions. On dit souvent que voilà, on est un métier du conflit, on arrive dans des situations qui sont complexes. Et donc, on a cette mission aussi d'accompagnement de notre client dans le cadre de ce petit segment de vie qui est un segment de vie qui n'est pas agréable pour lui. Et souvent, les clients arrivent dans notre cabinet et nous disent, c'est la première fois que je viens voir un avocat, je suis très impressionnée, je suis très mal à l'aise, j'ai mis beaucoup de temps à venir vous voir. Et donc, on comprend la charge émotionnelle des clients à ce moment-là. Donc, sur le plan humain, ça demande effectivement de trouver le juste milieu entre l'empathie qu'il faut toujours garder et le professionnalisme et la mise à distance des situations. Parce que c'est vrai qu'on traite d'enjeux importants. Quand on traite de garde d'enfants, quand on traite de licenciement, on joue la vie de nos clients. Et des clients, ça fait 30 ans qu'ils sont en entreprise. Leur licenciement, c'est leur vie qui s'écroule. Également, c'est la même chose pour les parents. Et donc, on doit effectivement se rendre compte de la confiance qu'ils nous font et qui nous oblige, et en même temps mettre suffisamment de distance pour se dire que voilà, il y a un professionnalisme à garder et on fait ce qu'on peut. On n'est pas des magiciens, les situations, c'est pas nous qui les avons euh, mises en place, on n'en est pas responsable, on essaye le mieux possible de les gérer, de sortir nos clients de la manière la plus complète possible de ces situations. Est-ce que les dossiers que vous traitez viennent parfois impacter votre vie personnelle ou votre manière de voir les choses? Alors, en tant que jeune avocate, ça fait 6 ans que je travaille aujourd'hui en droit du travail, en droit de la famille. C'est sûr que c'est des problématiques humaines auxquelles on n'est pas confronté dans nos vies. On arrive à 25 ans avocate, on découvre et la vie, le monde du travail et le monde et de notre vie personnelle, ce qu'on va vouloir créer. Donc, évidemment que toutes ces situations personnelles, à un moment, elles entraînent un certain nombre de réflexions. Elles nous permettent d'avoir accès très jeune à un panel de situations et un éventail de situations différentes de vie. Et donc, forcément que ça vient impacter nos vies personnelles, forcément qu'il y a des dossiers qui font plus écho que d'autres. Euh,
parce que la personne va vivre dans la même ville que vous, la personne a grandi au même endroit, ou la personne, par un hasard, a le même modèle de voiture que vous. Et donc, il y a des liens qui se font et des projections dans cette vie, ou comme dans la vie courante, il y a des clients avec qui vous allez vous lier beaucoup plus rapidement, humainement, parce que vous comprenez un peu plus leur manière de fonctionner, vous vous retrouvez dans certains de ces comportements. Et donc, c'est là où le professionnalisme est très important, c'est là où la mise à distance est nécessaire et c'est là où il faut se recentrer sur aujourd'hui, on vient me voir pour mes compétences professionnelles, on vient me voir pour apporter une solution juridique à ces problèmes et donc se recentrer sur l'apport qu'on peut avoir dans le cadre de la situation. Mais nécessairement, encore plus dans des matières qui sont aussi inscrites dans les problématiques sociétales, ça fait avoir des réflexions tard le soir en famille. C'est intéressant. C'est vrai que vous intervenez sur des situations qui sont souvent sensibles, que ce soit en droit de la famille ou en droit du travail. À quoi ressemblent aujourd'hui les dossiers que vous traitez? Quels sont les types de problèmes qui font que vos clients viennent vers vous? Alors, en famille, on a une majorité de divorces, donc c'est quand même la séparation au sens large, donc divorce ou séparation, ce qu'on appelle la mise en place des modalités de l'autorité parentale, donc la garde des enfants et la pension alimentaire. Ça, c'est notre principale activité en droit de la famille, mais on fait aussi du droit des successions ou de la protection des majeurs, la mise sous tutelle, curatelle, et aussi, et ça, c'est les dossiers les plus joyeux, mais des adoptions. Donc, ça, c'est la majorité de nos dossiers. Et c'est vrai que c'est des situations qui, là, pour le coup, sont très larges parce que chaque individu ressent la séparation de manière très différente. Et donc, on va avoir des dossiers qui vont être très, très conflictuels parce que l'histoire des clients est très complexe. Il s'est passé beaucoup de choses dans la vie maritale. Et puis, des dossiers où ça se passe de manière beaucoup plus simple. Alors, il n'y a pas de dossier simple, ça reste un dossier, ça reste un moment de vie de crispation. Il y a de la crispation sur les enfants, il y a de la crispation sur l'argent, il y a de la crispation parce qu'il y a de la peur sur qu'est-ce qui va se passer ensuite, une nouvelle vie qui s'ouvre. Et donc ça, c'est vrai que c'est très varié, ça dépend beaucoup des situations. On a des divorces qui se règlent très facilement et des divorces qui sont beaucoup plus longs. Et en droit du travail, on fait donc exclusivement de la défense de salariés. Donc, c'est soit de la négociation de rupture conventionnelle, soit d'accompagnement au conseil de prud'homme à la suite de licenciement, donc la contestation au conseil de prud'homme. Donc, ça, également, il y a des très jeunes salariés qui viennent nous voir à 35 ans sur des profils très différents, des cadres qui ont pu ressentir du harcèlement à des moments, mais qui ont des anciennetés qui sont très courtes. Et puis, on a des individus qui ont 30, 40 ans d'ancienneté en entreprise et où il ne s'était rien passé pendant 35 ans, puis un changement de manager ça s'enraye et donc il y a un licenciement et leur vie entière des 40 dernières années s'écroule. Donc on touche à des choses qui sont très différentes, à des sensibilités, à des manières de voir ces situations très différentes, des clients qui prennent du recul beaucoup plus rapidement, des clients qui restent dans leur conflit pendant des années. Donc Hmm. c'est pluriel. Vraiment. Est-ce que vous avez le sentiment que des situations sont de plus en plus complexes? Est-ce que dans certains, quel que soit le droit, droit de la famille, droit du travail, est-ce que vous voyez une différence, une évolution? Alors, je dirais pas que les choses sont de plus en plus complexes parce que euh, les individus ont toujours divorcé. Le droit est aujourd'hui quand même plus protecteur sur plein d'aspects. Il y a beaucoup, les lois se sont précisées, donc on est très cadré, nous, juridiquement, sur les décisions qu'on doit prendre, notamment en termes de liquidation de régimes matrimoniaux. Alors, il y a des situations qui sont plus complexes que d'autres par définition parce que, par exemple, il y a des époux qui sont de nationalités différentes ou il y a des patrimoines qui sont très différents. C'est pas la même chose de divorcer en ayant eu un bien immobilier et une voiture que de divorcer en ayant quatre sociétés, dont une basée en Allemagne et un appartement à New York. Donc, évidemment, les situations des individus sont différentes et parfois sont plus complexes les unes des autres, mais je pense quand même que plusieurs facteurs ont rendu les situations peut-être plus simples, notamment l'autonomie financière des femmes, qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les dossiers, mais qui a quand même évolué. Quand je parle à des consoeurs qui ont 30 ou 40 ans de barre, aujourd'hui, euh, les femmes ont quand même plus la possibilité de divorcer parce qu'elles sont plus autonomes financièrement, donc elles ont moins peur de prendre leur autonomie vis-à-vis de leur conjoint. Donc ça, c'est peut-être un peu plus simplifié parce que cette peur-là a disparu. Il y a quand même la résidence alternée qui prend aussi plus de place aujourd'hui dans nos quêtes de divorce.
Et de manière générale, je suis contre le fait de dire que les individus ne se battent plus pour leur union. Moi, je vois des gens au quotidien qui ont vécu des mois, voire des années de difficultés conjugales avant d'aller voir un avocat. Et ce n'est pas la première difficulté qu'ils décident de se quitter et de laisser leurs enfants dans une situation compliquée. Souvent, les gens se battent et arrivent au cabinet en détresse émotionnelle majeure déjà. Et quels sont les enjeux qui sont les plus difficiles à gérer dans vos dossiers? Alors, je dirais qu'il y en a deux majoritairement. Le premier, c'est les enfants, Mhm. évidemment. C'est la préservation des enfants du conflit. On ne fait que répéter ça au cabinet. Les parents doivent entendre que dès qu'ils placent leurs enfants au sein du conflit, ils leur font du mal et ils leur font du mal médicalement. De plus en plus d'études à ce sujet sur le développement moteur des enfants, sur le développement émotionnel des enfants qui sont exposés au conflit de leurs parents. Donc ça, c'est le plus compliqué parce qu'évidemment, les individus et les clients ont aussi leurs émotions, sont aussi en colère contre leur partenaire, trouvent aussi que c'est pas normal ce qu'il leur a fait, que les enfants, ils n'arrivent pas à se retenir de le dire aux enfants ou de critiquer l'autre parent ou que ça se sent. Et ça, c'est vraiment essentiel, la gestion des enfants. Nous, on travaille vraiment, et c'est aussi l'intérêt de l'amiable à la reconstruction d'un nouveau modèle familial, c'est d'expliquer que ce n'est pas parce que le couple n'existe plus que le couple parental ne va pas perdurer, qu'on ne va pas trouver un autre modèle familial, un autre fonctionnement familial. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le premier enjeu. Le deuxième enjeu, le plus difficile à gérer, c'est évidemment les violences conjugales. On en a un certain nombre, c'est compliqué parce que le système, alors, s'améliore très nettement, mais place effectivement les femmes dans des situations de justification sur leur violence, de, de difficultés financières qui vont être liées à ça parce qu'aujourd'hui, les dispositifs financiers se sont améliorés mais ne sont pas complets concernant les violences faites aux femmes ou les violences conjugales de manière plus large. Donc ça, c'est vrai que c'est des situations qui sont souvent des situations urgentes, qui nécessitent des décisions urgentes, des stratégies urgentes et forcément nous placent dans des difficultés de stratégie plus importantes. C'est clair. Vous accompagnez effectivement des personnes qui traversent des événements de vie parfois très difficiles, extrêmement difficiles. Et comment trouvez-vous votre place en tant qu'avocate dans ces situations? C'est vrai que c'est sans doute les situations où on est le plus hybride, c'est-à-dire qu'on est avocate, mais on est euh, accompagnateur en tout cas de cette période de vie. On a des clients et des clientes qui ont un besoin de se sentir protégés par nous et donc finalement vont se confier à nous de manière beaucoup plus large que le cadre du dossier, d'informations dont nous, juridiquement, on n'en a pas nécessairement besoin, mais eux en ont besoin dans le lien qui est fait avec leur avocat et d'être réassurés par ce lien-là. Donc, il n'est pas évident, surtout dans ces rendez-vous aussi collaboratifs, donc à quatre, avec les deux clients et les deux avocats, où finalement les clients vont avoir des conversations parfois qui ne sont pas nécessairement juridiques, qui ne regardent pas nécessairement les avocats, mais qui avaient besoin des avocats pour pouvoir se les dire. On dit souvent qu'il faut purger la conjugalité avant d'arriver à la question du divorce. On peut difficilement négocier si on n'a pas purgé les problèmes des clients, parce qu'ils reviendront tout au cours des processus de négociation. Et souvent, même les intérêts financiers, les individus et les parties se crispent sur des points financiers, mais en fait, ils se crispent sur des points euh, moraux, en fait, et ils reprochent beaucoup plus de choses morales que financières à leurs partenaires. Et donc, quand on purge ça, on arrive à des solutions beaucoup plus facilement. Donc, c'est vrai que c'est un rôle qui est un petit peu hybride, mais qui en même temps est très humain. Et moi, je dis souvent que c'est sûr qu'il faut aimer l'humain pour être avocate, notamment en droit de la famille et en droit du travail, qui sont deux matières où on est au contact direct. Et donc, c'est vrai que si on ne s'intéresse pas aux gens et à leur vie, c'est un métier un petit peu plus compliqué à exercer. C'est vrai que les avocats, ils ont un métier pas très éloigné des psychologues, mais sans être formés de la même manière. Comment est-ce que vous faites face à la charge émotionnelle de certains dossiers? Alors, ça dépend des cabinets où on est. Moi, j'ai la chance d'avoir un cabinet où beaucoup de consoeurs exercent en droit de la famille, donc on parle déjà beaucoup des dossiers. On essaye de, de sortir du cabinet quand la charge émotionnelle est trop importante, de mettre les dossiers à distance. Évidemment, c'est tout le problématique, mais on rencontre ces mêmes problématiques avec les médecins, des avocats qui sont des métiers humains où nous, derrière, on n'est pas accompagnés, où il n'y a pas de service. Aujourd'hui, le barreau de Paris n'offre pas
un service d'accompagnement systématique à l'ensemble, ne serait-ce des élèves avocats ou des avocats dans leur première année d'exercice sur cette mise à distance. Donc finalement, chacun y va de sa méthode, chacun y va de ses conseils. Euh, Évidemment, les années d'expérience permettent d'avoir vu de plus en plus de situations et donc de s'être confronté soi-même à la gestion de ces situations. Mais beaucoup de consoeurs arrêtent la profession, de consoeurs et confrères, arrêtent la profession quand la violence des contentieux est trop importante. Beaucoup de consoeurs en droit de la famille se refusent à faire des violences conjugales ou ne veulent pas traiter des jeunes enfants euh, parce que cet accompagnement effectivement manque et parce que aussi chaque avocat, avocate a son histoire et donc ça fait, on en revient à la question des co. Donc il y a des avocats qui ont des histoires qui font plus écho à celles de leur dossier. Donc on y fait face un peu chacun de notre côté. Et ça, c'est vrai qu'il faudrait à terme essayer de mettre en place un système beaucoup plus large pour aider les avocats notamment au début d'exercice sur des situations qui peuvent être très dures, avec en plus des charges de travail qui sont importantes, la fatigue qui s'accumule, le stress des audiences. Donc c'est voilà, c'est pas facile. Après, on travaille beaucoup en pluridisciplinarité au cabinet, donc on a quand même un vaste réseau, principalement pour nos clients, mais qu'on pourrait utiliser nous-mêmes, de psychologues, de thérapeutes, de coachs qui peuvent nous les accompagner dans des situations stressantes, notamment les veilles d'audience, et qui peuvent se préparer comme ça. Oui. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer cette frontière entre l'implication pour vos clients et la protection personnelle pour vous? Alors, cette frontière, pour moi, à mon sens, elle est par définition un peu floue quand on est avocate et surtout quand on est engagé, ce qui est un petit peu, à mon sens, synonyme quand on fait ce métier. C'est que, évidemment, qu'une partie des combats qu'on porte professionnellement, c'est parce qu'on y croit personnellement. Et donc, quand on a des mauvaises décisions ou des bonnes décisions parce que l'aléa de la justice existe, il y a des frustrations personnelles qui arrivent parce qu'on trouve des situations profondément injustes. Et donc, il faut, à mon sens, garder toute son envie de défendre, de trouver des combats, de mener des combats pour des personnes qui ont des difficultés financières, pour des personnes qui se retrouvent malmenées, maltraitées, harcelées dans le monde du travail, dans des situations euh, de difficultés parce qu'elles n'ont pas les armes pour se défendre seules. Et donc, garder ces combats-là et puis se dire tout de même que ça reste un dossier et que ce dossier-là ne peut pas impacter outre mesure notre vie personnelle. Je dis ça, mais en ayant pleinement conscience, et tous les avocats vous le diront, qu'il y a des dossiers très marquants dans leur vie professionnelle, qu'il y a des dossiers dont on se remet jamais vraiment, qu'on a gagné ou qu'on a perdu, des grandes fiertés professionnelles parce que c'est des combats auxquels on croit sur des choses qui sont toutes bêtes. Récemment, on avait un dossier en récupération des frais exceptionnels. Donc, on a juste gagné 1 000 euros parce que monsieur a accepté de payer la moitié des frais dentaires. Et c'est une énorme fierté personnelle d'avoir pu obtenir ces 1 000 euros de frais dentaires. Mais parce que symboliquement, c'était important de permettre à cette dame de dire à un moment, il doit payer pour les enfants. Donc, c'est très lié. Finalement, cette frontière, elle existe. En tout cas, elle est floue, ça, c'est sûr. Et évidemment qu'il y a des éléments personnels et professionnels qui se mélangent. Oui. Et quid de la position des femmes dans votre métier? Est-ce que être une femme dans la profession d'avocat aujourd'hui, ça change quelque chose pour vous? Alors, en droit de la famille et du patrimoine et en droit du travail, on est majoritairement des avocates. Alors, globalement, le barreau de Paris, le barreau, globalement, les avocates en France sont majoritairement des femmes. Le barreau de Paris ne fait pas exception à la règle. Et en droit de la famille et du patrimoine et du travail, c'est encore plus le cas. On est surreprésenté. Donc, elle change quelque chose, oui et non. Évidemment, une sensibilité différente parce que des problématiques sociales comme l'égalité femmes-hommes, les violences, la question des inégalités au sein du couple, de capital, de rémunération, nous touchent, nous, en tant qu'individus, et donc se répercutent sur notre pratique. Pour autant, elle touche également les confrères et les hommes dans la société, donc j'espère qu'elle touche également à leur pratique. Après, comme toute profession, on a des difficultés liées à l'association, des difficultés liées au poste à responsabilité, des difficultés liées aux grossesses. Et en plus, on a un métier qui est très exposé parce que c'est une activité libérale et que donc, comme toute activité libérale, on n'a pas la protection du Code du travail et donc on n'a pas effectivement ces évolutions en termes législatifs du droit du travail. Donc, on est moins protégé. Est-ce que vous voyez des évolutions dans la place des femmes dans votre métier?
Oui, tout à fait. Notamment, par exemple, sur les postes à responsabilité, donc le bâtonnat, qui est le plus gros poste, qui est en fait l'avocat qui représente les autres avocats. C'est pas son chef, mais c'est celui qui porte la voix de l'ensemble des avocats, donc bâtonnier, bâtonnière. Aujourd'hui, il y a plus de bâtonnières en France qu'il y a 20 ans. À Paris, notamment, une alternance a été mise en place pour pouvoir avoir une femme bâtonnière, un homme bâtonnier. Donc oui, la place des femmes évolue. Quand on voit qu'on fêtait cette année les 125 ans de l'entrée des femmes dans l'avocature, en 125 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Gisèle Halimi, aujourd'hui, serait sans doute très contente de voir tout ce qui a pu être fait par les femmes en termes de droit, en termes de posture. Mais pour autant, et notamment nos consoeurs en droit des affaires, mais aussi nos consoeurs en droit pénal, nous expliquent qu'elles ont encore beaucoup de remarques en audience sur leur voix, leur manière de plaider, sur des matières qui sont plus théâtrales, où elles vont avoir plus de difficultés, et en droit des affaires sur des matières qui sont plus masculines, à pouvoir devenir associé de gros cabinets d'affaires ou associé de gros cabinets d'arbitrage. Donc oui, ça évolue, mais un peu à l'instar des évolutions sociétales, ça évolue pas à pas, c'est pas révolutionnaire, ça prend du temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des avocats sont des avocates, et ça, par définition, ça nécessite des changements. On n'en a pas encore parlé, mais vous êtes engagé dans l'association Femmes et Droits. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet engagement? Oui, alors Femmes et Droits, c'est une très belle association qui est présidée aujourd'hui par Clémence Samara Bettati, qui l'a remontée. En fait, c'était une association qui était assez ancienne au barreau de Paris, mais qui n'avait pas été reprise. Et donc, c'était un peu laissé endormir par le barreau. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un sentiment général qui manquait cette association, qui manquait aujourd'hui une association qui pouvait porter une parole auprès de nos institutions sur la question des femmes dans l'avocature et le droit des avocates. Et donc, c'est vrai que cet engagement, il est très complémentaire de mon exercice au quotidien parce qu'il fait rencontrer beaucoup de consoeurs, parce que malheureusement, l'avocature, et notamment en droit de la famille, est une matière qui isole, c'est-à-dire que c'est beaucoup de petits cabinets. Donc, parfois, il y a ce sentiment d'être isolé dans sa pratique. Et donc, l'engagement associatif, notamment au barreau, permet de rencontrer beaucoup de consoeurs qui vous parlent d'autres problématiques et vous fait vous rendre compte de l'ensemble de ce qui peut se passer dans un barreau aussi gros que celui de Paris. Hmm. C'est intéressant. Est-ce que cet engagement, il vous apporte des choses au quotidien dans votre pratique professionnelle ou dans votre vision du droit? Oui, il me donne très envie de m'engager, il me donne très envie de mener un certain nombre de combats. Alors parfois, il y a des combats qui vont être des combats mineurs, par exemple le terme consoeur, confrère, hein, qui aujourd'hui est largement établi, mais beaucoup de nos confrères continuent d'appeler les femmes avocates confrères. Donc, c'est par exemple, ça c'est un exemple de détail, mais il y a évidemment toutes les questions de la parentalité, toutes les questions de la maladie. Et donc, c'est évidemment des associations portées par plein de jeunes femmes et de femmes et transgénérationnelles pour le coup, et avec des matières très différentes, et plein de femmes extraordinaires qui ont envie de faire évoluer les choses, ou alors qui justement sont plus âgées et nous expliquent comment elles ont fait déjà pour faire évoluer les choses à leur époque et donc nous transmettre un flambeau. Et c'est vraiment aussi se rendre compte que la pensée féministe, elle s'inscrit dans une durée et elle n'est que la continuité des engagements et des combats des femmes qui nous ont précédés. Est-ce que vous avez justement le sentiment que les dossiers que vous traitez, ils reflètent des évolutions plus larges de la société? Oui, oui, très nettement. On le voit, il y a beaucoup de sujets aujourd'hui en droit de la famille qui rentrent en confrontation avec les sujets de société. Par exemple, ce qui est d'actualité, c'est la question du devoir de fidélité. Donc, il y a la question de est-ce qu'on arrête avec le devoir de fidélité? Aujourd'hui, vous pouvez encore avoir un divorce pour faute, vous pouvez encore être condamné si vous avez trompé votre partenaire dans le cadre d'un divorce. Aujourd'hui, la question qui est posée et qui est très large, et sur lequel on n'aura pas la réponse dans le cadre de cette conversation, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore condamner des personnes pour ce qu'elles ont fait dans leur intimité? C'est la question aussi de où est la frontière entre l'intimité et l'État qui était très permissif il y a encore enfin, qui était très, pardon, intrusif il y a encore un siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas de plus en plus faire sortir l'État de nos familles? Ça, c'est un premier exemple. Évidemment, la question d'égalité, c'est ce qu'on disait, la question salariale, euh,
Les questions de prestations compensatoires évoluent aussi. La prestation compensatoire, c'est la somme que doit le conjoint le plus aisé au conjoint le moins aisé lors de la séparation pour venir rééquilibrer la séparation. On constate que la prestation compensatoire, elle descend de plus en plus, elle baisse de plus en plus parce que les femmes, elle avait été créée en fait initialement pour effectivement venir aider les femmes qui n'avaient pas travaillé parce qu'elles avaient dû arrêter de travailler pour les enfants et donc pour ne pas les laisser sans le sou. Aujourd'hui, les situations évoluent. On constate aussi, comme les problèmes sociétaux, qu'il y a une différence entre la ville et la campagne, qu'il y a une différence entre les plus jeunes générations et les plus vieilles générations. Donc oui, c'est un miroir. Nous avons une porte d'entrée sur l'intimité des familles et pouvoir statistiquement se rendre compte de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, quelles sont les peurs des familles, dans quels stéréotypes de genre les uns et les autres sont placés, et puis évidemment des mécanismes qui arrivent à nos oreilles dont on n'avait jamais entendu parler il y a encore 10 ans, le contrôle coercitif, les psychotraumas, tous ces éléments-là qui nous aident, nous, en tant que professionnels, à pouvoir évaluer les situations différentes. Oui. Vous avez un regard systémique et sociétal très large. Est-ce que vous voyez aussi des situations qui disent que le monde du travail évolue ou que les relations humaines évoluent? Alors que le monde du travail évolue, oui, mais alors peut-être plus lentement que le monde de la famille. Euh, le monde du travail, il reste très ancré dans des principes qui sont quand même importants, notamment en entreprise. Alors après, il y a tout. Quand je dis le monde du travail, je parle du monde du travail salarié, ce qui est aujourd'hui l'objet de contentieux auprès du Conseil de prud'homme. Évidemment, il y a plein de nouvelles formes de travail dont les nouvelles générations s'emparent, mais qui du coup ne font pas l'objet d'un contentieux dans le cadre de mon activité. Donc, le monde du travail est plus rigide parce que euh, il est aussi traversé par des problématiques qui sont portées par des organisations patronales, des organisations syndicales qui travaillent pour essayer de maintenir cet équilibre, alors que les familles, elles, il y a un côté très liberté à ce que les personnes décident de faire dans leur quotidien, décident de ne pas vivre ensemble, décident monsieur finalement part en expatriation, mais madame ne le suit pas parce que sa carrière lui importe aussi. Madame, elle veut finalement une mise en place de résidence alternée parce qu'elle veut pouvoir avoir une semaine pour elle, pour s'occuper d'elle et pour pouvoir elle aussi refaire sa vie. C'est tous ces nouvelles choses qu'on n'entendait pas et de paroles de consoeurs effectivement qui ont 30 ans de barre, des problématiques qui n'existaient pas en termes d'émancipation. Et même si les stéréotypes de genre se maintiennent, et aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup avec les mères pour qu'elles se disent elles aussi qu'elles ont autre chose que cette qualité de mère dans le cadre de leur divorce, et avec les pères pour leur dire que peut-être que s'occuper un petit peu plus des enfants, ça pourrait les épanouir. Donc, on a quand même évidemment tout un tas de clichés qui restent en place, mais la société évolue. Même aujourd'hui, le divorce pour faute dans le cadre d'un adultère, il est aujourd'hui très, très mineur. Il concerne 5% des divorces en France. Donc, ce n'est plus du tout d'actualité, alors que, évidemment, ça l'était beaucoup plus il y a 30 ans. Aujourd'hui, la société a aussi évolué sur les successions. Aujourd'hui, un enfant né hors mariage ou un enfant né dans le mariage a exactement les mêmes droits. Un enfant né d'une mère légitime ou d'une autre mère a exactement les mêmes droits. Donc, on a quand même beaucoup fait évoluer le droit sur les pratiques sociales. Et c'est très bien. Est-ce que vous voulez nous raconter une situation qui vous a particulièrement marqué dans votre pratique sans bien sûr aller sur des éléments confidentiels? J'en aurais beaucoup des événements des situations qui m'ont marqué, mais je pense que, et c'est celle qui prônera le plus l'amiable, c'est un dossier où une femme est venue nous voir très, très en colère, très, très en colère, très, très peinée, qui venait nous dire, moi, je veux que du divorce pour faute, que du divorce pour faute. C'est important pour moi de passer par le divorce pour faute. Et donc, nous, de manière générale, et ça, c'est la pratique de la grosse majorité des avocats en droit de la famille, c'est que le problème du divorce pour faute, c'est que c'est un divorce qui est long, c'est un divorce qui coûte cher économiquement, mais aussi qui coûte cher humainement. Parce qu'un divorce pour faute, ça veut dire tout ce qu'on pense de mal par écrit au juge, et puis recevoir tout ce que l'autre pense de mal sur nous par le juge, et puis laisser des traces, et donc laisser des écrits, et donc laisser la possibilité que les enfants, 20 ans plus tard, lisent les conclusions de l'un, et lisent les conclusions de papa, et les conclusions de maman, et pourquoi tu as écrit ça sur papa, et pourquoi tu as écrit ça sur maman. Donc il a un gros coût.
le divorce pour faute. Parfois, il est nécessaire, il est notamment nécessaire dans les cas de violence conjugale, et ça, c'est important en réparation des victimes. Mais donc, on lui explique que ce divorce va être long, c'est compliqué, ça va être douloureux, mais elle est obtus, obtus, obtus. Et puis, à force de discussion, je lui explique l'importance effectivement de la médiation, de l'importance de l'amiable, surtout en dehors de l'importance de ce que ça peut faire, d'essayer d'y croire un petit peu, d'essayer de croire que ça pourrait potentiellement marcher. Et ça a très bien marché, et ça a été assez impressionnant. Et elle a accepté une première réunion de médiation, puis une deuxième réunion de médiation, puis une troisième réunion de médiation. La médiatrice était aussi très compétente. Et au fur et à mesure, elle a ouvert des portes en elle, en fait, indépendamment du dossier, mais pour elle, et elle s'est transformée. C'était quelqu'un oui, de très fermé, de très en colère au fur et à mesure des mois, qui s'est apaisée, qui est devenue souriante, qui nous a remerciés plus que de mesure. Et ça, c'est vrai que c'était très gratifiant de se dire que on exerce un métier de la défense du client, ça c'est évident, et que l'intérêt de notre client, on le recherche toujours, mais que l'intérêt de notre client, il n'est pas toujours dans le conflit frontal, il n'est pas toujours dans aller dire que l'autre est la pire personne que cette terre ait créée. Et en fait, elle est aussi dans essayer de trouver une solution qui lui permettra de vivre de manière plus apaisée la suite, et puis de le préserver d'un conflit nucléaire de l'audience qui est aujourd'hui très très violent. Un divorce judiciaire, c'est aujourd'hui très très violent. Donc voilà, c'est une belle histoire, et c'est une cliente qui m'a beaucoup marquée. Et si vous deviez donner un conseil à une personne qui traverse aujourd'hui une situation difficile, qu'elle soit familiale ou professionnelle, quel serait-il? De se faire accompagner, de se faire accompagner par le professionnel le plus adéquat dans sa situation. Donc, si c'est une situation qui ne nécessite pas de problématiques juridiques, se faire accompagner par psychologue, psychothérapeute, coach de vie. Et puis, l'avocat, c'est pas que quand c'est le pire moment et que ça se passe le pire, et qu'il faut aller voir l'avocat. On peut aussi aller voir l'avocat en amont. On peut aussi lui poser des questions. Tout ce qui est dit à l'avocat, de toute façon, est confidentiel. Le secret professionnel commence à la porte du cabinet. Donc, on peut très bien aller voir un avocat pour lui demander une simple consultation, pour lui dire, bon, moi, je ne sais pas si je veux divorcer, je ne sais pas si je veux une rupture conventionnelle, mais je m'interroge, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont mes options? Savoir se tenir informé, en fait, de la possibilité, des possibilités qu'on a. Et puis souvent, en parler à une personne, ça permet notamment à un professionnel de dégonfler une partie de la situation et des peurs qu'on a. Parce que, évidemment, que nos clients arrivent avec beaucoup de peurs au cabinet, parce qu'ils n'y connaissent rien, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et donc, ça permet aussi de pouvoir répondre à un certain nombre de questions, et donc d'apaiser, et puis de pouvoir prendre ensuite les décisions adéquates. Pour terminer, Joséphine, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut vous contacter et comment on peut suivre votre actualité? Oui, alors vous pouvez retrouver mes coordonnées sur le site internet régent.avocat.fr. Et puis, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, que j'actualise très régulièrement. Et puis, sur notre actualité, la plus brûlante, c'est celle qui arrivera effectivement cette semaine, où je suis auditionnée à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'accompagnement des victimes de violences au sein de leur parcours judiciaire. Et donc, évidemment, de toutes les pistes de réflexion qu'ont aujourd'hui les avocats en droit de la famille pour améliorer l'accompagnement dans ce parcours et permettre euh, plus de mécanismes, en tout cas, pour protéger ces femmes victimes de violences. C'est excellent, excellent. Mais écoutez, on sera de tout cœur avec vous au moment de votre audition. Merci beaucoup, Joséphine, pour cet échange profondément humain. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dans cet échange, ce qui ressort, c'est que le métier d'avocat ne mobilise pas seulement des compétences juridiques. Il mobilise aussi fortement les ressources psychiques. Un concept intéressant pour éclairer cela est celui de charge mentale et émotionnelle cumulée. Dans certaines professions, et notamment chez les femmes, on observe une superposition de rôles. Une professionnelle engagée, une gestionnaire du quotidien, un soutien émotionnel dans la sphère personnelle. C'est ce cumul qui peut conduire à ce qu'on appelle en psychologie une fatigue décisionnelle et émotionnelle, c'est-à-dire une difficulté à prendre du recul, une saturation cognitive, une diminution des capacités de régulation émotionnelle. À cela s'ajoute un autre phénomène bien documenté, les injonctions paradoxales.
Être à la fois compétente mais accessible, ferme mais empathique, engagée mais disponible. Le risque? Une tension interne permanente et à terme, un épuisement psychique si ces mécanismes ne sont pas identifiés. D'un point de vue plus opérationnel, comprendre ces mécanismes permet de mieux repérer les signaux faibles, permet d'ajuster son fonctionnement et surtout de préserver ses ressources dans la durée. Et c'est aussi un enjeu collectif. Repenser les organisations, former au management éthique et intégrer davantage la dimension psychologique dans les pratiques professionnelles. Parce qu'au fond, derrière la performance et la technicité, il y a des professionnels et des équilibres humains à préserver. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode des ressources, un guide, ainsi que des formations autour de l'expertise psychologique appliquée au droit pour mieux comprendre, objectiver et faire reconnaître ces situations. Si cet épisode vous a intéressé, pensez à vous abonner, à laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître et de continuer à donner la parole à celles et ceux qui éclairent les coulisses humaines de la justice. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parenthèse au barreau.